Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité de ce vendredi, nous allons parler de l'interdiction de visite en Gambie du maire de Ziguinchor par la police sénégalaise, un fait déploré par ses partisans. À quelques heures de la journée continentale de la prévention, les chiffres font froid dans le dos. 2 300 000, c'est le nombre de personnes qui meurent chaque année après un accident de travail. Enfin, lutte contre le sida, l'Afrique de l'Ouest vers l'accélération de la programmation des moyens de prévention. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, empêché de se rendre en Gambie par la police sénégalaise. Son adjoint Taïbou Diédhiou regrette et précise que ce déplacement entre dans le cadre d'une initiative qui vise à faire lever le blocus à la frontière des deux pays. Il soutient que les populations de la Casamance commencent à subir les conséquences de ce blocus. Nous avons pu le joindre. Écoutons sa réaction. Une invitation de la mairie de Kanifing en Gambie. Comme vous le savez, la mairie de Kanifing et celle de Ziguinchor sont jumelées. Donc avec le problème du blocus au niveau de la frontière, nos deux populations continuent à souffrir un peu de cette situation. À Ziguinchor, les prix commencent à flamber parce que du fait du contournement par Tambacounda, le transport a doublé pratiquement du double au triple. Les prix commencent à monter, donc les populations sont en train de subir les conséquences de ce blocus. Donc le maire a été invité par son homologue de Kanifing. Donc nous étions partis pour répondre à cette invitation naturellement. Quand même le maire a tenu à informer l'État au plus haut niveau, en tout cas le président de la République. Ils ont trouvé que ça a été une bonne chose, que nous étions partis pour discuter et ensuite soumettre nos points de vue au niveau de l'État, pour qu'au plus haut sommet de l'État, que les gens puissent prendre des dispositions afin que le blocus puisse être levé. Malheureusement, arrivé à ce niveau-là, au niveau de Sidiki, quand on n'a pas compris, la police des frontières nous a intimé l'ordre de rebrousser chemin. Donc, sans explication, nous disons juste qu'ils ont reçu des instructions au plus haut niveau. Et toutes nos excuses pour la qualité sonore. Je vous le disais en titre, la consultation régionale pour l'accélération de la programmation des moyens de prévention en Afrique de l'Ouest et du Centre a pris fin ce matin. Les acteurs ont souligné le faible taux de l'utilisation des condoms dans le continent africain. La cérémonie de clôture a eu lieu ce matin au Conseil national de lutte contre le sida. Plus de détails dans ce reportage signé Amadou Sabarba et Sanoussi Sané. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 12,7 milliards de préservatifs par an sont nécessaires à l'échelle mondiale. Seulement 4,4 milliards sont utilisés, un taux qui est très faible en Afrique de l'Ouest et du Centre, d'où la réticence de la population à l'utilisation de ces préservatifs. Le besoin réel est là, mais l'utilisation, c'est d'abord ça. Il faut que les populations prennent conscience que le préservatif protège. En ce moment, la demande sera grande, la disponibilité aussi. Mais dans la mesure où le besoin ne se fait pas sentir dans la population, parce que la population n'a pas pris conscience, c'est que même si on en a des milliards de préservatifs, les gens ne l'utilisent pas. Pour éviter la transmission du VIH et les infections sexuellement transmissibles, l'ONU-SIDA et ses partenaires s'engagent dans la sensibilisation des populations en Afrique occidentale et centrale. Aujourd'hui, il faut d'abord sensibiliser la population à l'utilisation du préservatif en leur expliquant clairement que c'est le seul moyen qui permet une triple protection, c'est-à-dire la protection contre le VIH-Sida, contre les infections sexuellement transmissibles et contre les grossesses non désirées. La consultation régionale pour l'accélération de la programmation des préservatifs en Afrique de l'Ouest et du Centre s'est également penchée sur le lien entre le VIH et des problèmes d'approvisionnement dans la gestion des préservatifs. Le préservatif, c'est la triple protection. Donc la protection contre les IST, la protection contre le VIH, la protection contre les grossesses non désirées. En fait, c'est vraiment un outil qui peut protéger pour tous ces aspects-là. Et que son positionnement, l'approvisionnement en préservatif est un point incontournable.
La rencontre de 3 jours tenue au Conseil national de lutte contre le sida à l'hôpital Fann de Dakar était une occasion pour ces acteurs de la santé de solliciter encore l'aide des autorités étatiques en Afrique. C'est pour renforcer des stratégies de lutte contre le sida. Et puis la communauté africaine célèbre ce samedi la journée continentale dédiée à la prévention. La commémoration sera axée sur le thème de la sécurité et de la santé au travail, un contraste avec le récent rapport de l'OIT sur les accidents professionnels. Des chiffres que je vous propose de découvrir avec ce récit de Jean-Djibril William. 2 300 000 personnes meurent chaque année dans le monde des suites d'un accident de travail. Des chiffres alarmants rendus publics par l'Organisation internationale du travail en prélude à la Journée mondiale sécurité et santé au travail. Dans la même veine, le rapport du Bureau international du travail sur la situation des accidents et maladies professionnelles est tout aussi alarmant. Le document fait ainsi état de 160 millions de travailleurs qui seraient atteints de maladies liées à leur activité professionnelle, ce qui, selon l'OIT, fait qu'une personne meurt toutes les 15 secondes à l'occasion du travail. Un tableau encore plus sombre si on y ajoute les 12 millions d'enfants qui meurent annuellement du fait du travail. Et la situation est particulièrement grave et alarmante dans les pays africains où la probabilité d'être victime d'un risque professionnel serait 3 à 5 fois plus élevée qu'en Europe. Le Sénégal n'aurait ainsi pas échappé à cette tendance. Au niveau local, l'OIT fait état de 6 300 travailleurs qui meurent chaque année d'accidents de travail ou de maladies liées au travail. Des chiffres jugés préoccupants et confirmés ce vendredi par le ministre sénégalais du Travail dans les colonnes du Sud Quotidien. Monsourci a par ailleurs annoncé une réaction des autorités allant dans le sens de la promotion de la santé et de la sécurité au travail. Un cadre juridique impliquant l'État, les employeurs et les travailleurs aurait ainsi été élaboré d'après les conclusions issues des journées de prévention tenues la semaine dernière. L'État du Sénégal qui compte également miser sur la prévention et le dialogue afin de réduire les risques d'accidents dans les milieux de travail. Et puis en bref, le chef de l'État sénégalais Macky Sall a demandé à son gouvernement d'accélérer le processus de restructuration de la Suneor, qui est la principale huilerie du Sénégal. C'était en marge du Conseil des ministres tenu le 27 avril. Par ailleurs, l'État du Sénégal est à la recherche d'un repreneur pour la Suneor depuis le mois d'octobre 2015. La société pourrait trouver un acquéreur liquide et performant sous peu de temps. Des pourparlers avec l'État pour le rachat du groupe agroalimentaire par le Singapourien Olam sont en bonne voie. L'Afrique perd chaque année 6 millions de dollars, soit 4% de son PIB dû à la corruption, raison pour laquelle OFNAC, Office national de lutte contre la corruption, a tenu ce jeudi un atelier de lancement de l'étude sur la perception et le coût de la corruption au Sénégal. L'objectif principal est de doter le pays d'une stratégie de lutte anticorruption. Code Sen y a pris part. 2340 individus de tous les secteurs d'activité seront entendus dans le cadre de l'étude sur la perception et le coût de la corruption au Sénégal. L'Office national de lutte contre la corruption a procédé ce jeudi à Dakar au lancement officiel de l'étude qui va couvrir toute l'étendue du territoire national. En effet, la corruption, phénomène universel et complexe, constitue aujourd'hui un des principaux facteurs de contre-performance des politiques publiques est l'une des causes de l'aggravation de la pauvreté à travers le monde. Elle empêche aux populations de jouir de leurs droits et libertés au profit d'intérêts particuliers. Et elle constitue en plus une menace pour l'état de droit et la démocratie, puisqu'elle fragilise nos institutions, décourage l'investissement et déstabilise les structures socio-culturelles. Un partenariat tripartite entre le PNUD, OFNAC et OSIWA a été établi pour la réalisation du projet. Un montant évolutif de 300 millions de francs CFA a été déjà dégagé pour sa mise en œuvre. Un accent particulier sera mis sur l'approche genre dans le cadre de cette étude. Il faut, dans les stratégies de développement, dépasser un peu les questions liées à la discrimination pour être dans une approche genre qui prend en charge le genre. Mais on ne s'est pas limité à cette approche genre, on prend en compte également d'autres aspects liés comment ça s'appelle encore, à l'approche socio-professionnelle.
L'étude sur la perception et le coût de la corruption au Sénégal va démarrer dans les prochains jours pour une durée de 3 mois. À terme, les conclusions de l'étude devront permettre de mieux cerner le phénomène de la corruption dans toutes ses dimensions. C'est pour une mise en place de stratégies innovantes pour une lutte plus efficace contre le fléau. Les organismes génétiquement modifiés OGM sont tantôt encouragés, tantôt rejetés, peu importe le continent. Depuis quelques années, ces produits sont retrouvés dans les supermarchés et autres étals de plusieurs pays africains. Faut-il bannir les OGM en Afrique? Des experts africains se sont penchés sur la question. Suivons ce reportage de Fatou Cissé avec nos confrères d'APA TV. À l'heure où la question de la sécurité alimentaire anime les débats, l'utilisation des organismes génétiquement modifiés est très souvent évoquée. Encore peu utilisée sur le continent en général, les cultures transgéniques font leur entrée en Afrique de l'Ouest. Avantages ou inconvénients, les avis restent partagés. L'Afrique fait actuellement face à une révolution verte. À mon avis, le continent a besoin d'une double révolution verte, une révolution gagnante-gagnante. L'augmentation du volume d'engrais n'est pas la seule solution. Certes, ils peuvent constituer un appoint dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Heureusement, nous avons de nouvelles technologies disponibles, comme l'agrotechnique, qui utilise des techniques organiques moins agressives sur l'environnement. Les changements climatiques parfois incriminés, la responsabilité des gouvernements décriée face au peu d'investissements orientés vers l'agriculture. De plus en plus, de nouvelles méthodes culturelles émergent, même si génétiquement modifiées, elles constitueraient donc une solution à l'insécurité alimentaire. Au siècle où on est, avec les moyens, les capacités qu'on a, il n'est pas supportable que des gens meurent encore de faim. Donc cet objectif, à mon avis, elle est essentielle. Elle fait l'unanimité de l'ensemble des pays et on peut travailler au niveau continental pour que l'objectif fin zéro soit atteint au niveau africain. À l'allure où les OGM s'intègrent dans un contexte de révolution verte, les pays africains sont face à leur destin. Même si les besoins alimentaires sont croissants, il vaut mieux barrer la route à ces produits modifiés pour éviter les risques qu'ils font courir aux populations. On ne peut pas considérer aujourd'hui les OGM comme une alternative en Afrique parce qu'il y a d'autres méthodes alternatives qui sont beaucoup plus porteuses et qui sont beaucoup plus accessibles aux populations et qui peuvent permettre à ce que nos producteurs puissent garder leur souveraineté sur les ressources génétiques qu'ils ont et que de passer par des multinationales qui sont les seules aujourd'hui qui détiennent les brevets sur les produits transgéniques. Déjà qu'en Occident, même des organisations se battent contre ces OGM-là, ils n'arrivent pas. Ce n'est pas nous, en Afrique, qui allons nous lancer dedans. Parce que jusqu'à présent, on ne nous a pas encore prouvé le fait que ces OGM-là n'ont pas d'effet néfaste. Donc, dans le doute, nous disons simplement qu'il vaut mieux s'abstenir. Plusieurs raisons sont souvent soulevées pour justifier l'utilisation de plus en plus massive des OGM dans la chaîne alimentaire en Afrique. Par ailleurs, la question foncière se pose avec acuité dans plusieurs pays. Allons à présent à la rencontre de ces braves dames qui ont fait du micro-jardinage leur passion. Après la retraite, elles sont plus de 40 femmes à se retrouver chaque jour à la Padoue pour planter, arroser et parfois même transmettre cet amour du micro-jardinage à leurs petites filles. Découvrons ce cadre qui leur ferme les portes du stress avec ce reportage signé Papa Cheikh Ndiaye Diouf. Depuis son enfance, Mère Jack a toujours aimé travailler la terre. Un amour qui la suit, mais cette fois-ci avec ses tables qui laissent pousser différentes variétés de plantes. Aujourd'hui âgée de 86 ans, elle se réjouit d'avoir invité beaucoup de femmes à s'engager auprès d'elle. Je suis la plus âgée du micro-jardinage. Je suis rentrée dans toutes les maisons et je leur ai dit, au lieu de manger le matin et se coucher, vaut mieux de se lever pour aller au jardin. Comme ça, nous allons travailler ensemble. Elles sont venues me rejoindre. On a commencé à 5 tables. Après, c'est 10 tables. Nous sommes devenus une famille incroyable. Dans cet espace vert situé aux HLM Padoue,
Après la retraite, fini les heures de solitude pour ces femmes. Elles se retrouvent ici pour mieux connaître la terre. Pour travailler ici dans ce micro-jardinage, on a fait une formation. Comment on fait les tables, comment on alimente et on arrose. Cette activité est utile parce qu'on vend et en même temps on mange. Même si on ne mange pas, venir ici, prendre un peu d'air, c'est tellement bien pour la santé. Dans ce lieu, le décor semble montrer que de gros moyens ont été mobilisés pour avoir tout cela. Et pourtant, il est possible d'en faire de même dans chaque maison avec peu de moyens. On a vu qu'à Dakar, il n'y a pas assez d'espace. Du fait qu'il n'y a pas assez d'espace, et les gens veulent s'adonner peut-être à des activités quand même. Donc on a créé ce micro-jardin, c'est-à-dire des petits jardins qu'on peut même installer dans les maisons, sur les terrasses, dans les cours. On peut les installer là-bas, donc parce que c'est des micro-jardins. Quand vous avez des tables, comme je vous dis, 3 tables dans la maison, vous avez des dîners. Et vous avez ce que vous apportent les plantes ornementales. Les plantes ornementales, c'est ce que vous apportent ces plantes légumières, c'est-à-dire de l'oxygène. On a besoin de l'oxygène pour vivre et on a besoin de quelque chose aussi pour capitaliser nos oxygènes. Et ça, les tables peuvent nous le rendre. De temps en temps, les différents produits attirent la clientèle. Anna vient ici souvent pour acheter sa plante préférée, celle qu'elle adore. Je suis passée chercher des boutures parce que j'utilise souvent 3 ananas chez moi, plus du citronnelle pour faire du thé le soir. Ça facilite le sommeil comme thé, verveine, nuit calme et autres. C'est la raison pour laquelle je suis passée aujourd'hui pour en prendre et aller les mettre chez moi. Ces femmes, malgré le combat qu'elles mènent pour accompagner le développement durable, demandent beaucoup plus de soutien aux autorités. Nous achetons actuellement les substrats et les terreaux. Et normalement, nous ne devons pas l'acheter. On doit tout faire pour nous les produire et que nous travaillons ensemble. Il faut qu'on nous aide. Vous voyez, on peut pas, je ne sais pas si on peut mettre un mur ou pas. Parce que les taximans, les chauffeurs et les gens qui viennent prendre les tatas pour aller au boulot et les bus font pipi ici. Ça ne demande pas de la saleté. Elles sont environ une quarantaine de femmes à travailler dans cet espace vert, une passion qu'elle essaie de transmettre même aux plus petites. L'actualité internationale de ce vendredi nous mène au Burkina Faso où les mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et Blaise Compaoré sont annulés. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, la justice estime que Jacob Zuma devrait être poursuivi pour corruption. Mais voyons d'abord ce qui se passe en Syrie. Daouda Sow nous en dit plus. À Ouagadougou, la Cour de cassation a annulé le mandat d'arrêt international lancé par la justice militaire contre l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Les propos sont du procureur général de cette cour. Selon Armand Ouedraogo, il aurait fallu une réquisition du procureur du tribunal militaire avant d'émettre les mandats concernés. Cette formalité n'ayant pas été respectée par le juge d'instruction, la Cour de cassation a annulé purement et simplement tous les mandats d'arrêt internationaux. Le procureur général près la Cour de cassation précise cependant que les 10 mandats peuvent être reformulés après une correction des irrégularités. Cette annulation n'a aucune conséquence sur l'incarcération des personnes déjà détenues. Le gouvernement congolais compte réserver à Papa Wemba des obsèques officielles dignes de son rang. C'est d'ailleurs le palais du peuple qui a été choisi pour l'occasion. La dépouille de l'artiste Jules Chungu Wembadio, communément appelé Papa Wemba, a été confiée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Elle va être reprise lundi 2 mai pour être exposée au palais du peuple. Une façon pour les Congolais de venir lui rendre un dernier hommage. La journée de mardi est réservée aux officiels et ce sera après 13 h que Papa Wemba va être conduit à sa dernière demeure. Encore une fois, la Côte d'Ivoire compte dépêcher une délégation officielle à Kinshasa pour les obsèques. La justice sud-africaine a recommandé ce vendredi la révision de la décision du parquet d'abandonner les charges de corruption
qui pesait sur Jacob Zuma. C'est dans une affaire de contrat d'armement datant de 2007. Elle juge la décision du parquet irrationnelle et estime qu'elle doit être revue. Cela ouvre la porte à un possible rétablissement de ces accusations. Cette décision de la Haute Cour de Pretoria laisse la possibilité de rétablir les 783 charges de corruption, fraude et racket abandonnées en 2009 contre le président sud-africain pour vice de forme. Ce jeudi fut une journée sanglante à Alep en Syrie. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans différents endroits de la ville. Près de 30 sont morts dans le bombardement de l'hôpital Al-Quds, situé dans un quartier tenu par les rebelles. Plusieurs médecins et enfants font partie des victimes. Selon les États-Unis, le bombardement a été perpétré par l'aviation du régime syrien. Une information démentie par le régime de Damas. Des quartiers tenus par les forces loyalistes ont été pilonnés ces derniers jours. Des bombardements ont visé le quartier populaire de Boutan al-Khasre, tenu par les rebelles. Plus de 200 morts et plusieurs centaines de blessés ont été enregistrés à Alep en une semaine. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie a appelé la Russie et les États-Unis, parrains d'une trêve entrée en vigueur le 27 février, à prendre une initiative urgente pour la remettre en selle. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à toute l'équipe technique. Au revoir.